Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne DevNet Community où vous apprendrez davantage et beaucoup de choses dans le domaine du développement, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous allons parler des outils d'un développeur. C'est dans cette playlist, notamment, je vais vous développer en détail, n'est-ce pas? Ce dont un développeur a besoin pour vraiment commencer une carrière dans le développement. Généralement, lorsqu'on est débutant, n'est-ce pas, on a de la peine à savoir, voilà, qu'est-ce que je dois utiliser, quel logiciel je dois utiliser, par où commencer, quel langage je dois utiliser. Si je fais du développement mobile, qu'est-ce que je dois faire, comment choisir mon éditeur de test et ainsi de suite. Donc, c'est de ça qu'on va discuter vraiment dans toute cette playlist. C'est-à-dire, toutes les vidéos de cette playlist porteront principalement sur ce sujet. Donc, dans cette vidéo d'introduction, je vais vous présenter essentiellement, je vais juste vous présenter ces outils-là, c'est-à-dire les outils de base, n'est-ce pas, que tout développeur, néanmoins ceux qui aimeraient se lancer, n'est-ce pas, dans le développement, les outils dont ils devraient prendre connaissance et maîtriser, bien sûr, pour aller plus loin dans le développement. Donc, dans cette introduction, voilà, nous allons parler notamment du pseudocode, des organigrammes, nous allons parler des éditeurs de tests, comment choisir un éditeur de test, qu'est-ce qu'un éditeur de test d'abord. Nous allons parler de la documentation, nous allons parler de Stack Overflow, nous allons parler du terminal, nous allons vous présenter le terminal. Nous allons parler aussi de Git et de GitHub, qui sont deux outils vraiment utilisés dans le développement et dont il est vraiment difficile de s'en passer. Généralement, en entreprise, lorsque vous y allez, je crois, vous devez maîtriser cet outil parce que en entreprise, on ne travaille pas sur un projet seul. Généralement, les projets, c'est par groupe. C'est par groupe, c'est-à-dire il y a une équipe qui travaille sur ci, il y a une équipe qui travaille sur l'autre partie ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On merge, on fusionne dans le travail de chaque équipe. Vraiment, si vous ne connaissez pas utiliser, si vous n'avez jamais utilisé Git et GitHub, vraiment, vous aurez tellement de difficultés à travailler sur les différents projets. Donc, nous allons aussi vous parler de Linux. Nous allons vous présenter de façon brève l'environnement Linux. Nous allons vous parler de Docker et enfin, de la communauté DevNet, c'est-à-dire nous allons parler de nous, n'est-ce pas? Puisque nous allons vous accompagner, n'est-ce pas, dans votre journée d'apprentissage ou de votre intégration dans le développement, que ce soit le développement web, que ce soit le développement mobile, que ce soit le développement PC, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que le pseudocode? Qu'est-ce que le pseudocode? Donc, le pseudocode, c'est quoi? Le pseudocode, c'est une syntaxe, c'est une manière d'écrire, n'est-ce pas? Un algorithme en un langage proche du langage naturel, sans faire référence à un langage de programmation en particulier, n'est-ce pas? Ça fait référence à Python, à JavaScript, à Node.js. Non, on s'approche pas de ça. Le pseudocode ne parle pas de Python, ça n'a pas la syntaxe de Python, et ainsi de suite. C'est ça, quoi. Le pseudocode est généralement aussi appelé le LDA, le langage de description pour algorithme. Donc, le pseudocode, une chose que vous devez savoir, n'est-ce pas, c'est que le pseudocode n'a pas de syntaxe particulière. Il suffit juste, c'est-à-dire quoi, avec le pseudocode, c'est vous qui définissez une syntaxe logique cohérente, n'est-ce pas, avec laquelle vous allez tout au long du développement, par exemple, d'une application, décrire vos différents algorithmes. Généralement, ces mots-clés-là, cette syntaxe-là est notée en majuscule, généralement pour des raisons de lisibilité. Parce que si vous écrivez tout en minuscule, on aura tendance à les confondre avec, n'est-ce pas, les données utilisateurs ou certains mots qui ne sont pas vraiment de la syntaxe du langage. Donc, ici à droite, n'est-ce pas, vous avez un exemple de pseudocode, vraiment du basique. Là, on a carrément du français.
Début, afficher, entrer le nom, entrer votre nom, afficher bonjour plus le nom de l'utilisateur et on termine. Donc, c'est assez simple, très simple. Là, ici, vous pouvez remarquer, les mots-clés ici sont début, afficher, entrée et fin. Tous les autres sont les données, n'est-ce pas, les données de l'utilisateur, les données qu'on affiche soit l'utilisateur ou les données que l'utilisateur nous renvoie, c'est-à-dire nous renseigne. Ok. La prochaine chose, le prochain outil dont on va parler ici, c'est l'organigramme. L'organigramme, c'est en quelque sorte la représentation du pseudocode, la représentation graphique du pseudocode. La représentation graphique du pseudocode. On va par exemple prendre cet organigramme à droite là. On dit quoi? Début, entrez votre nom, entrez votre sexe. En fonction du sexe de l'utilisateur, on lui affiche bonjour suivi d'un indicateur, n'est-ce pas? Et de son nom. Et ensuite, on termine l'algorithme. Vous voyez que le pseudocode de ça, en regardant ça, vous pouvez facilement écrire son pseudocode, n'est-ce pas? Et ce schéma est vraiment intuitif et très explicatif. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour comprendre ceci. Donc, nous allons parler de ça plus en profondeur. Il y a une vidéo dédiée sur ça. Il y a une vidéo dédiée sur les organigrammes que vous trouverez sur la chaîne très bientôt, n'est-ce pas? Le prochain outil, n'est-ce pas, c'est l'éditeur de test. Généralement, lorsqu'on est débutant, on a tendance à sauter sur un peu de tout. On a 5, 4, 8 éditeurs de test d'installer sur notre machine, y compris les IDE qu'on ne sait même pas comment les utiliser et tout. Donc, d'abord, avant de vous présenter, n'est-ce pas, les éditeurs de test et tout ce qui va avec, j'aimerais qu'on essaye de faire le point, c'est-à-dire qu'on essaye de voir déjà c'est quoi un éditeur de test. Un éditeur de test, c'est tout simplement cette application-là qui nous permet de rédiger le code source de notre programme ou de notre application éventuellement. Donc c'est ça, c'est cette application-là qui nous permet de rédiger le code source de notre application, de notre programme. Donc, certaines personnes, n'est-ce pas, lorsqu'elles débutent, elles ont tendance à confondre éditeur de texte et IDE. Un IDE, c'est un environnement de développement intégré, en anglais Integrated Development Environment, n'est-ce pas, qui est un environnement de développement intégré qui a plus de fonctionnalités que les éditeurs de tests classiques. Généralement dans le débugage, dans la gestion des dépendances, dans l'organisation et la structuration du projet. Donc, nous allons parler de ça un peu plus en profondeur. Il y a une vidéo dédiée uniquement sur les éditeurs de tests et les IDE, comment en choisir en fonction de la technologie qu'on veut manipuler, n'est-ce pas? Parmi donc ces IDE-là, j'en ai pris quelques exemples là. Il y a PyCharm pour Python, oui. Il y a PHP Stone. Ça, c'est pour les développeurs PHP généralement. Il y a Visual Studio, il y a CodeBlock. Maintenant, lorsqu'on débute, n'est-ce pas, les éditeurs de test que moi, je vous recommande, éditeurs de test, non pas IDE. Les éditeurs de test que je vous recommande lorsque vous débutez, ce sont ces quatre-ci. Visual Studio Code, Sublime Test, Notepad++ et Atom. Parmi ces quatre éditeurs de test, les deux premiers, je vous les recommande vivement. Et s'il faudrait faire le choix entre les deux premiers là, ce serait VS Code, Visual Studio Code, parce que vraiment, il est partout. Avec lui, vraiment, vous pouvez faire tout type de développement sans avoir besoin d'installer un IDE tiers à côté de cela. Donc, c'est déjà l'éditeur de test le plus utilisé en 2023, oui. C'est l'éditeur de test le plus utilisé. Vous pouvez le personnaliser en installant des plugins qui vous permettent de rajouter d'autres fonctionnalités à votre éditeur de test, le ramener au rang d'IDE, n'est-ce pas? Ok. Le prochain outil que nous allons manipuler, que je vais vous présenter et que nous allons manipuler dans les vidéos futures, c'est la documentation. Vous devez savoir que pour apprendre une nouvelle technologie, n'est-ce pas, on passe par la documentation. La documentation, c'est le centre de tout.
Il ne suffit pas de regarder 2, 3 vidéos sur YouTube, sur un blog, ou lire un post sur un blog et croire que voilà, ça y est, on maîtrise un langage de programmation ou une technologie. Jamais. Il ne s'agit pas de ça. Vous devez consulter la documentation de toutes les technologies que vous souhaitez manipuler. Avant de manipuler une documentation, il faudrait consulter sa documentation. Avant de manipuler une technologie, il faudrait consulter sa documentation. Donc, la documentation d'un langage, c'est quoi déjà? La documentation d'un langage, c'est un guide, n'est-ce pas? Pardon, fourni par les créateurs du langage ou de la technologie en question, qui explique de façon claire sa syntaxe et comment l'utiliser. Comment se rendre sur la documentation? Donc, pour accéder à la documentation des langages de programmation, c'est assez simple. Généralement, il y a même des plateformes, n'est-ce pas, qui ne sont pas nécessairement fournies par les créateurs ou les développeurs de la solution ou de la technologie ou du langage en question, mais pas des particuliers, n'est-ce pas, des sites qui regroupent les fonctionnalités et toutes les syntaxes, n'est-ce pas, possibles du dit langage. Donc, c'est assez simple. Par exemple, pour Python, vous pouvez taper Python sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, n'est-ce pas, pour accéder à sa documentation. Vous pouvez juste taper Python, espace documentation. Le premier lien va vous rediriger vers la documentation de Python. Pour PHP, c'est pareil. Pour React, c'est pareil. Pour React.js ou React Native, selon la technologie que vous voulez maîtriser, c'est identique, c'est pareil. Et aussi, vous devez savoir que généralement, les documentations sont rattachées au site officiel des technologies. C'est-à-dire quoi? Une technologie comme Docker, par exemple, ou comme Laravel. Laravel, c'est un framework PHP. Sur le site officiel de Laravel, vous retrouverez une section réservée à la documentation de Laravel. Pareil pour Docker, pareil pour toutes les technologies, enfin, la plupart des technologies, n'est-ce pas? Donc, vous devez certainement vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que la documentation est si importante, n'est-ce pas, pour un développeur. À quoi est-ce qu'elle me sert? Je peux juste voir 2, 3 vidéos et puis c'est tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc déjà, la documentation vous permet de mieux comprendre le langage, le fonctionnement de la technologie, si c'est une technologie que vous avez choisie. Vous permet de maîtriser sa syntaxe et sa logique. Vous permet de comprendre son fonctionnement. Ça, c'est le cas d'une technologie et d'un langage. Vous permet de comprendre son fonctionnement, n'est-ce pas? Vous permet aussi de connaître tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire avec le dit langage ou avec la technologie concernée. Et aussi, en consultant régulièrement la documentation, n'est-ce pas, cela réduit, n'est-ce pas, le risque de commettre les erreurs syntaxiques ou le risque de commettre les erreurs sémantiques. Ok. Donc, vous devez vraiment mettre ça dans la tête. La documentation est très, très, très importante pour un développeur. Si vous rencontrez quelqu'un, vraiment pour ceux qui débutent vraiment en développement, ceux qui veulent vraiment intégrer le monde du développement, si vous rencontrez quelqu'un qui est développeur, c'est-à-dire qui est grand développeur, c'est-à-dire qui vous dépasse en connaissance, et qui vous dit qu'il ne consulte pas de documentation, il y a 2 options. Première option, soit c'est faux, parce qu'il essaie juste de vous impressionner, ou alors il est un mauvais développeur, parce que même les développeurs professionnels consultent régulièrement la documentation pour voir les mises à jour. Et aussi, vous devez savoir que même les développeurs professionnels n'ont pas toute la syntaxe de toutes les technologies dans leur tête. Ce serait impossible. Et déjà même, c'est inutile de le faire. Ça ne sert à rien de chercher à mémoriser la syntaxe de toutes les technologies. Non. Et si vous voulez manipuler du langage de programmation, vous croyez que votre cerveau, c'est quoi? C'est une machine? Mais non. Même les développeurs professionnels n'ont pas toute la documentation, ne retiennent pas toute la documentation d'un langage de programmation dans leur tête. Ils consultent régulièrement cette documentation, n'est-ce pas, pour se mettre à jour eux-mêmes. Vous pouvez être dans une situation où vous avez fait 2, 3, 4, 5 mois sans, n'est-ce pas, programmer. Lorsque vous revenez, histoire de, n'est-ce pas, de reprendre, de faire un démarrage à chaud,
vous lancez 2-3 coups d'œil sur la documentation pour essayer de reprendre un peu le niveau. Donc, retenez ceci, la documentation est très importante. Donc, le prochain outil, c'est Google. Bon, là, on a choisi Google, mais on pourrait utiliser n'importe lequel. On pourrait utiliser Bing, on peut utiliser DuckDuckGo, ainsi de suite. Donc, c'est quoi Google? Google, c'est un moteur de recherche. Je suppose que tout le monde ici connaît ça. Google, c'est un moteur de recherche, pardon, qui nous permet de naviguer sur Internet. Donc, vous devez aussi savoir, enfin, vous le savez déjà, Google n'est pas le seul moteur de recherche. Il y en a d'autres. C'est juste qu'ici, on a choisi d'utiliser Google. Et aussi, le résultat de vos recherches, n'est-ce pas, ne sera pas influencé en fonction du moteur de recherche que vous avez utilisé. Non. Donc, il y a plusieurs personnes qui se disent qu'elles savent vraiment comment utiliser Google, comment effectuer une recherche sur Google et tout. Lorsque vous verrez les vidéos, n'est-ce pas, sur comment effectuer une recherche Google en fonction de notre préoccupation et comment essayer de personnaliser le résultat attendu. C'est-à-dire de dire à Google qu'en fait, nous, on attend un résultat de tel type. Nous, on attend un résultat, n'est-ce pas, comme ceci. On attend un résumé comme ça, ainsi de suite. Pour orienter, c'est-à-dire le moteur de recherche de façon à ce qu'il nous donne des résultats vraiment attendus. Vraiment attendus. Donc, il y a une vidéo, n'est-ce pas, sur la chaîne qui va porter uniquement, c'est-à-dire uniquement sur la recherche sur Google. La recherche sur Google. Vous verrez, après avoir suivi cette vidéo-là, vous allez voir, n'est-ce pas, que pour trouver des informations sur Internet, vous n'aurez plus besoin de faire des tas et des tas de recherches. Non. 2 recherches lancées et vous avez le résultat. Donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a dit sur Google. Le prochain outil, n'est-ce pas, dont nous allons parler actuellement, c'est le terminal. Donc, pour être un bon développeur, vous devriez maîtriser le terminal. Donc, il y a souvent des confusions, le terminal, le shell, l'invite de commande et tout ça. Bon, on va développer ces sujets en détail dans une vidéo dédiée au terminal, à l'utilisation du terminal. C'est quoi le terminal, comment l'utiliser pour automatiser les tâches, comment l'utiliser pour programmer avec, pour automatiser la création de nos différents codes, de nos pages pour ceux qui sont développeurs web, ou de nos classes pour ceux qui sont développeurs web aussi, ou des développeurs mobiles, développeurs PC. Ça dépendra. Donc, c'est quoi le terminal? Le terminal, c'est tout simplement cette interface graphique-là, n'est-ce pas, qui nous permet d'effectuer des actions, des tâches sur notre système d'exploitation juste en tapant des commandes. C'est-à-dire, vous tapez 2-3 commandes là, et bingo, vous avez un résultat. Un résultat très exact et très clair, très précis aussi, en fonction de comment est-ce que vous avez ajusté, agencé ces commandes-là. Donc, à noter que tous les systèmes d'exploitation viennent avec au moins un terminal intégré. Sur Windows, nous avons 2 terminaux intégrés. Il y a le CMD et il y a PowerShell. Sur Mac et Linux, sur macOS et Linux, on a un terminal Z-Shell. On a un terminal qui est Z-Shell, n'est-ce pas, qui vous permet d'effectuer des tâches, d'automatiser des tâches sur votre ordinateur, sur votre système d'exploitation, sans toutefois vous déplacer, sans naviguer dans l'arborescence et tout ça là. Donc, nous allons voir cela en profondeur et bien détaillé pour que vous puissiez maîtriser. J'insiste sur la maîtrise parce que l'objectif n'est pas de vous faire comprendre. Il y a une différence entre quelqu'un qui comprend quelque chose et quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Quelqu'un qui maîtrise quelque chose vraiment, pour l'expliquer, il n'y aura pas de bug. Pour l'expliquer, il n'y aura vraiment pas de bug. Il n'aura pas besoin de l'aide de Google pour vous expliquer de façon claire et brève ce que c'est que une technologie ou un langage de programmation ou comment effectuer une tâche, n'est-ce pas? Ok. Ceci étant dit, nous allons passer au prochain outil. Le prochain outil qui fera sans doute partie des outils les plus importants pour vous, c'est Stack Overflow.
Parce que lorsqu'on débute, n'est-ce pas, on fait généralement beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs lorsqu'on débute. Lorsqu'on débute, on fait beaucoup d'erreurs. Lorsqu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas encore la syntaxe, la sémantique, n'est-ce pas? Lorsqu'on essaie encore de comprendre, on essaie souvent de faire des trucs, ça ne marche pas. Donc, Stack Overflow, c'est un site sur lequel vous retrouverez des questions et des réponses sur plusieurs sujets relatifs à la programmation informatique, n'est-ce pas? Bon, c'est un site qui fait partie du réseau Stack Exchange. Donc, en gros, c'est quoi? Sur Stack Overflow, lorsque vous avez un problème, si par exemple, vous essayez de créer une connexion à une base de données, par exemple, à une base de données MySQL, en utilisant par exemple l'objet PDO en orienté objet, et que vous avez une erreur, vous ne savez pas comment la résoudre, vous ne savez pas comment corriger cela, vous pouvez aller sur Stack Overflow et vous faites une recherche pour voir si un développeur n'a pas posé cette question-là auparavant. Généralement, vous trouverez votre compte. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser votre question sur Stack Overflow et d'autres développeurs qui sont plus expérimentés que vous pourront répondre à cette question-là, ou d'autres développeurs qui ne sont pas nécessairement plus expérimentés que vous, mais qui comprennent et qui peuvent résoudre votre problème, vous proposent donc des solutions. Donc, Stack Overflow est vraiment important. Même les développeurs professionnels l'utilisent. Il y a souvent certains bugs qui nous prennent souvent des jours et des jours à essayer de débugger et corriger. Donc, sur Stack Overflow, vous pouvez aller poser votre préoccupation dans n'importe quel langage de programmation. Vous aurez certainement des résultats. OK. Le prochain outil ici, qui est aussi très important pour un développeur, c'est Git et GitHub. Donc, là, ce sont deux outils. Donc, Git, c'est un logiciel de gestion de versions décentralisée. Et GitHub, un service basé sur l'hébergement d'un système de gestion de versions, en abrégé VSC, Version System Control, contrôleur de système de contrôle de version. OK, appelé Git. Donc, vous devez savoir que lorsqu'on travaille sur un projet, on est souvent appelé à repartir les tâches, à attribuer les tâches à plusieurs personnes. Et à la fin du projet, on fusionne ces tâches-là. En utilisant GitHub, ce sera une tâche très facile, et vraiment très facile, qui vous permettra, n'est-ce pas, d'avancer et surtout, en cas d'erreur, de revenir à la version précédente de votre code. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Git. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Git. Et aussi, vous pouvez être en train de vous pouvez développer une application, n'est-ce pas? Vous pouvez développer une application, disons un réseau social par exemple, que vous pouvez appeler, je sais pas, FaceMatch par exemple. Une première version, FaceMatch version 1 par exemple. Vous développez la première version et vous la publiez. Maintenant, vous essayez de développer une autre version de l'application. Maintenant, vous n'allez pas venir améliorer cette version-là directement sur la version actuelle. C'est-à-dire, vous n'allez pas venir éditer le code de la version actuelle. Sinon, ça risquera de casser la logique de la plateforme et les utilisateurs en ligne, vous verrez, il y aura des plaintes par-ci par-là et plusieurs personnes vont même quitter la plateforme. Donc, avec Git et GitHub, la version 1 est développée, elle est là quelque part. On développe la version 2 basée sur la version 1, bien sûr. Et une fois qu'on reconnaît et qu'on sent la stabilité de la version 2, alors on fusionne ces deux versions-là. Sachant qu'en fusion, on va venir remplacer dans le code existant. C'est-à-dire vraiment mettre à jour la version 2. Sans toutefois casser la logique de la version 1. C'est-à-dire à tout moment, vous pouvez revenir à la version 1 ou alors vous pouvez décider de passer à la version 2 totalement. Et là, vous dites, voilà, on s'arrête ici. La version 2 développée, propre, on déploie. Et aussi,
Une autre chose qui est aussi très intéressante, c'est maintenant l'ajout de nouvelles fonctionnalités. On va par exemple se dire que sur votre réseau social FaceMatch, par exemple, il n'y avait pas la possibilité les utilisateurs n'avaient pas la possibilité, par exemple, de faire des voice. Maintenant, pour implémenter cette fonctionnalité-là, vous n'allez pas venir éditer le code de l'application, de la version de l'application actuellement. C'est une espèce de copie de ce code-là. Vous le modifiez. Sauf que lorsque vous fusionnez, lorsque on dit merge, lorsque vous fusionnez cela, ça rajoute juste cette fonctionnalité-là sans plus vraiment bouger beaucoup de lignes de code dans votre application. C'est vraiment ça le grand pouvoir de GitHub et de Git. Donc, et ces différentes versions-là, vous pouvez travailler en local ou alors vous pouvez stocker ça sur un cloud qui est GitHub pour, par exemple, collaborer, travailler dessus avec plusieurs amis, plusieurs développeurs, le mettre, par exemple, open source pour que d'autres développeurs viennent l'enrichir. OK. Et une dernière chose, c'est que GitHub n'est pas le seul service du cloud qui offre la possibilité n'est-ce pas, de stocker, de sauvegarder d'héberger les codes d'un gestionnaire de version, n'est-ce pas? Il y a aussi GitLab, il y a Bitbucket, il y en a d'autres. On ne va pas tous les citer ici, là, n'est-ce pas? On va juste prendre les plus connus, oui, et les plus simples à utiliser. OK, le prochain outil qui est important pour un développeur, et la plupart des développeurs d'ailleurs l'aiment beaucoup, c'est Linux. Linux. Je suppose que la plupart de vous ont déjà vu ce petit logo quelque part. Ça vous dit quelque chose. Donc, Linux ou GNU Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix fondée sur le noyau Linux en 1991 par Linus Torvalds. De nombreuses distributions de Linux ont depuis vu le jour et constituent, n'est-ce pas, un vecteur de popularisation du mouvement de logiciels libres. Donc, les logiciels libres, c'est ce qu'on appelle généralement les open source. Ça veut dire qu'un logiciel qui n'appartient à personne, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'améliorer autant que vous pouvez le vendre. Ça n'appartient à personne, sans toutefois rendre de compte à qui que ce soit. Il faudrait juste inclure les licences de base de l'application. Donc, c'est ça. Donc, pour ce qui est de l'utilisation de Linux, la plupart des développeurs aiment Linux parce que Linux, déjà, la sécurité y est. La sécurité est plus fiable sur Linux que sur Windows. La flexibilité et la puissance aussi. La flexibilité et la puissance aussi. Déjà, les systèmes Linux utilisent moins de ressources. Moins de ressources, ça fait que vous gagnez en puissance et en performance. Donc, quelques exemples, n'est-ce pas, de logiciels, quelques distributions Linux. Nous avons Ubuntu, qui est un système d'exploitation de la famille Linux, qui est très utilisé. Nous avons Linux Mint, nous avons Kali Linux, Parrot OS et Arch Linux. Ces trois derniers sont très utilisés dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité informatique. Très bien. Un outil important, vraiment important, c'est Docker. Donc, tout d'abord, c'est quoi Docker? Docker, c'est une plateforme de conteneurs lancée en 2013, n'est-ce pas, ayant largement contribué à la démocratisation de la containerisation. Il permet de créer facilement des conteneurs et des applications basées sur les conteneurs. Il existe d'autres, normalement, naturellement, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs conteneurs, mais ici, pour le coup, on a décidé de choisir Docker. Donc, Docker, c'est quoi? Vous avez souvent, pour ceux qui utilisent Linux,
vous avez généralement les problèmes de dépendance. C'est-à-dire quoi? Vous installez une application qui a par exemple besoin de Python 3.11, 3.10 par exemple, ou 3.9, disons Python 3.9, et de PHP 7 pour fonctionner normalement. Vous installez cette application, elle fonctionne normalement. Maintenant, vous installez une seconde application, une autre application sur votre ordinateur. Celle-ci a besoin de Python 3.11 et de PHP 8 pour fonctionner. Elle vient, elle met à jour la version de Python et la version de PHP. Vous l'installez, cette application-là, elle fonctionne normalement, nickel. Sauf que l'application précédemment installée ne fonctionnera plus normalement parce qu'elle a besoin de Python 3.9 et de PHP 7 pour fonctionner. Là, on a PHP 8 et Python 3.11, ce qu'elle ne connaît pas, des versions pour lesquelles elle n'a pas été développée. Et généralement, ça va causer des bugs. Les logiciels auront des comportements vraiment inhabituels, inattendus. Donc, pour résoudre ce problème-là, les développeurs ont mis sur pied, n'est-ce pas, Docker, qui est un environnement. C'est-à-dire que sur Docker, vous avez une application, n'est-ce pas, qui tourne sur sur Python 7, sur PHP 7 et Python 3.9. Vous l'installez dans un conteneur avec ses dépendances à elle. Cette application-là qui tourne avec Python 3.11 et PHP 8, vous l'installez aussi dans le conteneur qui tourne avec ses dépendances qui n'ont aucun rapport. Ça veut dire que les dépendances, c'est-à-dire PHP 8 et Python 3.11 là, ne viendront pas mettre à jour la version de l'autre. Non, c'est deux choses tellement différentes. C'est en quelque sorte comme des boîtes. Vous mettez l'application 1 dans une première boîte, l'application 2 dans une deuxième boîte et leurs ressources ne sont vraiment pas partagées. Python 3.9 reste de l'autre côté dans sa boîte. Python 3.11 reste dans sa boîte. Pas de dépendance. Ça résout vraiment beaucoup de problèmes. Les conflits, le problème de gestion des dépendances, de version des dépendances et tout cela. Donc, il y a d'autres alternatives, par exemple, pour Docker. Vous avez par exemple Vagrant qui est aussi très utilisé, n'est-ce pas, je crois, après Docker. Il y a Binda, il y a LXD, Linux, Daemon et Containers. Donc, l'icône le logo de Docker, vous l'avez certainement déjà vu quelque part. C'est ce petit logo bleu, Docker. OK. Et très bien. Après avoir appris tous ces outils-là, c'est-à-dire après avoir maîtrisé le terminal, le pseudocode, l'organigramme, Linux, bien manipuler Linux, bien naviguer sur Linux en utilisant son terminal et tout, c'est quoi la suite? Quel langage choisir? Ceci sera la dernière vidéo, c'est-à-dire ce sujet, on va parler de ce sujet dans la dernière vidéo de cette playlist. C'est-à-dire après avoir appris tous ces outils de base, n'est-ce pas? Vers où se tourner? C'est quoi la suite? Où continuer? Donc, il y a une vidéo dédiée à ce sujet-là. Si vous faites du développement mobile, quelles sont les technologies que vous devez utiliser? Si vous faites du développement web, quelles sont les technologies que vous devez utiliser en fonction de vous? Vous voulez faire du développement 2.0 ou 3.0? Vous voulez faire du développement PC, vous voulez faire du développement des applications qui tournent sur Windows ou du développement d'applications qui tournent sur macOS X ou sur Linux, ou alors vous voulez faire du développement des systèmes embarqués, oui, ou de la robotique. Donc, juste après avoir étudié, c'est-à-dire juste après avoir maîtrisé tous ces outils de base là, n'est-ce pas, on vous oriente maintenant en fonction du type de développement que vous voulez choisir, n'est-ce pas? OK. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, la dernière chose, je dirais, dont vous aurez besoin, c'est la communauté DevNet. Dans la communauté DevNet, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de poser vos questions. Si vous n'avez pas compris un sujet, vous avez la possibilité de poser vos questions, que ce soit dans nos groupes, les différents groupes de la communauté. Nous sommes là
pour vous répondre. Nous sommes disponibles H24/7 pour vous répondre à vos préoccupations. Vous pouvez voir une vidéo sur la chaîne, vous pouvez consulter un contenu sur la chaîne et vous avez besoin de plus d'explications. Vous pouvez venir dans la communauté, vous pouvez nous écrire même directement et poser vos différentes préoccupations ou alors intégrer la communauté DevNet et poser vos questions. Nous vous répondrons certainement. Donc, merci à tous pour votre attention. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Vous savez, ça ne vous coûte rien, hein. Ça ne vous coûte vraiment rien, n'est-ce pas? Et ça nous motive aussi, ça nous encourage à produire des contenus, n'est-ce pas? Donc, passez une bonne semaine. Ciao.